Donc bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle séance du HLH. Donc aujourd'hui, c'est moi, Yann Seyeux, qui vais vous présenter une communication sur Quand la machine décrit dans la Runas, un roman algorithmique de Milton Laufer. Dans son essai de la programmation considérée comme un des beaux-arts, le philosophe Pierre Lévy déclare que les informaticiens sont les nouveaux humanistes, les nouveaux écrivains, les nouveaux artistes de la culture qui vient. Cette culture, alors en puissance dans les années 90, c'est la cyberculture, ou ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui la culture numérique, soit l'ensemble des pratiques et en particulier des manifestations culturelles qui découlent de l'utilisation des technologies numériques. Une culture de laquelle Milton Laufer, l'auteur de la Runas 2014, est actuellement l'un des principaux représentants au sein des lettres latino-américaines. Milton Laufer est né à Buenos Aires en 1979. À la fois auteur, programmateur et chercheur en art numérique, il pratique la literatura computacional ou littérature informatique. Depuis 2001, il a publié une centaine d'œuvres qui intègrent, d'une manière ou d'une autre, l'informatique au cœur du processus de création littéraire. Sur son site web, on retrouve par exemple des calligrammes poétiques mis en mouvement, des modules intertextuels interactifs, largement inspirés des œuvres de Jorge Luis Borges, que je vous avais mis dans le feuillet de présentation, ou encore des textes générés par algorithme. Cela va sans dire, étant passionné par l'informatique, Laufer met un point d'honneur à attribuer une place centrale aux algorithmes dans sa production littéraire. Ce qui n'est pas étonnant si, comme Pierre Lévy, il conçoit la programmation, je cite, comme une forme d'écriture dont l'algorithme serait, quant à lui, le langage. A fortiori lorsqu'on connaît son rôle essentiel dans le développement de logiciels, puisque c'est dans ces lignes codées que réside la matrice qui donne toute sa cohérence à un système informatique. Et si on l'amène sur le terrain de la littérature, l'algorithme ressemble à s'y méprendre à une des figures phares du descriptif, la liste. L'algorithme, dans sa forme comme dans sa fonction, est en effet une liste d'instructions qui construit, en même temps qu'elle décrit, le fonctionnement d'un programme. Si l'on file l'analogie entre informatique et littérature, il nous sera même possible d'assimiler la conception d'un programme à celle d'un livre, tous deux étant composés de ces listes d'instructions qui animent tantôt des personnages, tantôt des logiciels. Tant et si bien que, selon Philippe Hamon, l'effet de liste est, je cite, le trait fondamental du descriptif, en cela qu'il est pour lui, je cite encore, une sorte de forme mère de la description. D'où notre idée d'appréhender l'algorithme comme une des formes du descriptif qui, pour reprendre les mots d'Amadeo qui citait Paul Klee, ne rend pas le visible, mais visible. Une dynamique que Laufer semble avoir également voulu appliquer à la Runas, un premier roman conçu dans le cadre d'un master d'écriture créative de l'Université de New York, où il était encadré par ni plus ni moins que Sergio Tieifek et Antonio Muñoz Molina. La Runas est, selon les mots de son auteur, una novela de aventura bastante lineal. On y suit la quête d'un protagoniste qui fuit un monde apocalyptique en proie à des attentats liés au développement des technologies d'imprimante 3D. De ce personnage, on ne sait quasiment rien. Pour quelle raison? Parce que derrière cette trame simple, c'est l'enjeu de la mémoire qui occupe une place centrale. Le protagoniste, comme atteint d'une amnésie chronique, oscille constamment entre l'envie de retrouver et de perdre sa mémoire personnelle. Et ce, jusque dans les derniers instants du roman, où ses hallucinations le et nous font douter de la véracité de ses souvenirs. Les larunas du titre sont celles de sa mémoire, que seuls quelques fragments du texte viennent éclairer, comme pour montrer que celle-ci est en continuelle et déconstruction. Ces fragments, ils ont la spécificité de ne pas avoir été directement écrits par Laufer, mais par un algorithme qu'il a lui-même mis au point et qui produit des listes de souvenirs. De là le nom de roman algorithmique, car si c'est bien l'auteur qui en codifie les règles, c'est la machine qui écrit. La Runa, c'est donc un roman hybride, voire cyborg, en cela qu'il a autant été généré par l'homme que la machine. Il s'y rencontre alors deux types de textes qui n'ont, en règle générale, pas d'existence commune. Ceux qu'on qualifiera, pour faire simple, de traditionnels, puisqu'ils sont le fruit d'un processus conventionnel d'écriture, et ceux qu'on appellera algorithmiques,
Ainsi, Laufer résume l'objectif de son livre. Lo que intenté hacer con Lagunas fue justamente que no se notara que el texto final no lo había generado un humano. Y creo que al menos en este sentido, el experimento fue bastante exitoso. Quel qu'en soit le résultat, Lagunas doit donc être conçu comme une expérience littéraire qui, dans le cas présent, nous invite à appréhender le descriptif à travers l'effet de liste, en se demandant en quoi les listes présentes dans ce livre induisent des rapports de continuité et de discontinuité entre textes traditionnels et textes algorithmiques. Nous commencerons donc par voir quels sont les effets de liste en présence dans le Lagunas traditionnel. La première liste à laquelle le lecteur est confronté, c'est celle qui inaugure le roman, lorsqu'apparaît le début d'une numérotation indiquant le titre du premier des 16 chapitres composant le livre, Uno y Errada. Bien que cela puisse paraître banal, vu que c'est un procédé largement utilisé dans la littérature et dans toutes les formes d'écriture, il convient de rappeler que ce début de liste est au moins triplement signifiant. D'abord, il indique au lecteur qu'un ordre des textes a été préétabli par l'auteur et qu'il préexiste à la lecture. Ensuite, que cet ordre commençant par le numéro 1 est censé se poursuivre tout au long du texte, en assurer la continuité et guider la lecture, sauf contre-indication de l'auteur. Enfin, que la précision du titre attribué au chapitre joue généralement un rôle contextuel et favorise la compréhension, voire l'immersion du lecteur dans le texte. Ici, la mention de la hierrada, accolée au numéro 1, ne peut que vouloir signifier le début du livre, de la lecture et de la trame du protagoniste. Ainsi, une fois ces considérations faites, on est en droit de se dire qu'après avoir établi la liste complète des chapitres de ce livre, on sera en mesure de se faire une idée de l'ordre dans lequel est agencé son contenu, ce qui donnerait la liste suivante que je vous avais mis dans le feuillet, par exemple, uno y errada, dos parador, tres casa, cuatro fiesta, etc. En réalité, bien que peu explicites, ces titres conservent la brièveté naturelle d'une liste. Ils n'en sont pas pour autant dénués de sens, puisqu'ils ont une fonction qui me paraît descriptive. Ils renseignent à la fois sur le fonctionnement et sur le contenu du livre, en faisant directement des références, de la manière la plus condensée possible, en 1 à 3 mots, à la trame narrative des chapitres, par exemple Hierrada, Corte, un email, et surtout à leur chronotope, Parador, Casa, Fiesta, el invierno. Cependant, cette liste numérale n'est pas la seule à constituer l'architecture du roman. En effet, Laufer cherche à créer un livre qui soit en constante mutation, et est mutant celui qui subit des transformations suite à l'introduction d'un élément extérieur à son corps. Dans le cas présent, ces éléments sont au nombre de 2. Dès la fin du premier chapitre, puis celle du deuxième, le lecteur tombe par 2 fois sur des fragments textuels qui ne portent pas de numérotation. Dans la forme, il y a discontinuité. Il n'en reste pas moins qu'ils ont bien des titres, eux aussi descriptifs. En el tren dans le premier cas, et Eve, le nom d'un personnage que le protagoniste a rencontré au chapitre précédent, dans le second. Ils n'ont donc pas officiellement le statut de chapitre, mais n'en sont pas pour autant des éléments accidentels. Au contraire, ces injections entre chapitres sont de nouvelles lignes du programme livre Lagunas, dont l'auteur s'est bien gardé de nous donner une table des matières afin que le lecteur ne puisse anticiper sa mutabilité. D'autant que ces fragments occupent une place majeure dans l'économie du texte, pas tant par l'espace qu'ils occupent, ils composent à eux deux à peine 20% du texte total, mais par leur fréquence d'apparition. Les fragments en el tren, au titre immuable, sont répétés 10 fois, alors que 4 fragments portent successivement le nom de 4 personnages différents, Eve, Martin, Philippe, Oscar. Ces éléments mutants font alors apparaître des sous-listes qui s'intègrent au squelette du roman, incarné par la liste numérale initiale. Et vous pouvez voir cette liste complète dans ce que j'avais appelé dans le feuillet l'architecture de Lagunas, ce qui donne par exemple uno y errada, en el tren, dos parador, Eve, tres casa, en el tren, cuatro fiesta, Martin. S'établit alors une typologie des sous-listes en présence. D'abord, ce que je vous avais mis en noir, la liste des 16 chapitres narratifs écrits par Laufer et que nous considérons comme traditionnels. Ensuite, en rouge, la liste des 4 fragments, eux aussi traditionnels,
qui propose une présentation des personnages secondaires. Enfin, en bleu, la liste des 10 fragments NLTren qui sont en réalité les textes générés par algorithme, présentant la préhistoire du protagoniste à travers ses souvenirs. Une fois ces sous-listes identifiées, on est en droit de se demander comment elles interagissent entre elles et surtout comment les fragments remplissent un rôle descriptif envers les chapitres narratifs. Pour cela, nous nous attacherons d'abord à étudier les rapports de continuité et de discontinuité qui se tissent d'un texte traditionnel à l'autre. Les fragments dédiés aux personnages secondaires entrent dans la catégorie des textes traditionnels pour au moins 2 raisons. D'abord parce qu'ils sont écrits par la main de Laufer, mais aussi et surtout parce qu'ils respectent les codes d'une des formes de la description, à savoir le portrait littéraire, un texte réglementé qui dépeint les traits physiques, moraux et biographiques du personnage en question. Ne se contentant pas d'être de simples présentations, on s'attend par conséquent à ce que ces fragments soient, par essence, descriptifs. Le portrait le plus concis, celui de Philippe, prouve à quel point ils sont codifiés. Au début de chacun des paragraphes, on lit successivement. Philippe nació en Sontofen. La infancia de Philippe sucedió con naturalidad. Su educación elemental fue agradable. Estudió neurobiología en la Universidad Constance hasta que su padre murió. A pesar de ser el menor de 2 hermanas, siempre sintió que las mujeres pertenecían a una especie distinta. Ici, on énumère à proprement parler son parcours de vie jusqu'à en proposer une biographie retraçant tous les âges de la vie, la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Bien que secondaires, ces personnages acquièrent de la sorte un statut privilégié dans l'économie du livre. Il s'agit même d'un double privilège, puisque ces portraits font écho à des descriptions déjà présentes dans les chapitres. À ce titre, le cas d'Ève est intéressant, car dans un premier temps, dans les chapitres, les descriptions qui lui sont dédiées se centrent exclusivement sur son physique et sa manière de se l'approprier. Si bien Eve parecía huir de las coqueterías del estereotipo de la feminidad, era notable cómo poseía todos los recursos para participar de él. Se la veía más alta, más sinuosa, sus movimientos eran diferentes, refinados. Le narrateur tend alors à la construire comme un archétype féminin, alors qu'on apprend en réalité qu'elle est anthropologue et militante féministe. Une condition de genre à laquelle la cantonne aussi le fragment qui lui est dédié, narrant sans filtre la liste des étapes marquant sa construction en tant que femme. Je cite, la menarca le llegó sin sorpresa a los 13 años. Al año siguiente perdió la virginidad. Al terminar la secundaria, Eve rompió con el novio que conservaba desde los 16. En ese periodo hubo algunas parejas temporales. A los 22, tuvo que realizarse un aborto. Son portrait assure par conséquent une totale continuité, puisqu'il vient confirmer un point de vue déjà soutenu par le narrateur dans les chapitres, alors que le processus est totalement différent dans le cas des personnages secondaires masculins. Dans le premier cas, Martín est lui aussi d'abord décrit physiquement dans les chapitres. Son androgynie est directement et même caricaturalement reliée à sa bisexualité. Era de una belleza inusual en un hombre. Había algo luminoso y desafiante en sus ojos claros, entre el gris y el verde. Era alto y su delgadez adolescente lo hacía parecer más alto todavía. À la différence que lui a en plus droit à une description mentale caractérisée par son ambiguïté psychologique qui finit par primer sur tout le reste. Era cierto, Martín no era confiable, era engañoso, pero también era divertido y más divertido era todo lo que construía a su alrededor. El mundo sería mucho mejor sin personas como Martín, era cierto, pero también probablemente sería muy aburrido. Son portrait va même jusqu'à agir comme un révélateur de sens en nous dévoilant les origines de cette instabilité. En el tercer año de la escuela secundaria, su conducta, desde siempre avasallante y cautivadora, comenzó a volverse irregular y agresiva. Despertó una mañana y destruyó todo lo que encontró a su paso y golpeó a la madre hasta dejarla inconsciente.
La internación en el establecimiento psiquiátrico duró 14 meses. Enfin, dans le cas d'Oscar, le gardien du complexe dans lequel vit le protagoniste, aucune description ne s'attache à sa personne au sein des chapitres, à part celle de son corps sans vie à la suite de son assassinat. Oscar tenía dos disparos, uno en el estómago y el otro en la cara, que casi no miró, pero supo que estaba irreconocible. Mais cette dynamique n'est pas nouvelle dans la trame, car il est présent tout au long de l'histoire par ses actions, son nom est systématiquement précédé d'un verbe, mais il reste cependant fatalement marginalisé par son absence de description qui le rend méconnaissable aux yeux du lecteur. Ce caractère marginal, c'est finalement son portrait de type social qui en liste les causes. Dans le fragment qui lui est dédié, on peut lire Oscar creció al sur de la ciudad, en un pueblo que nació y murió coordinadamente con el hallazgo y el vaciamiento de unos yacimientos de petróleo. A los 15, conoció a Julieta comprando pasta base cerca de las incipientes villas que se estaban formando en la zona alta de la ciudad. Julieta, de cualquier modo, siguió culpando a Oscar de su incapacidad, alegando que era producto del consumo de drogas que ambos habían compartido durante esos años. Loin de proposer de simples fiches personnages, ces fragments présentent donc une véritable galerie de portraits qui remplit la fonction du descriptif appliqué par Klee à l'impature. Ils rendent visible ce que la description n'exprime pas dans les chapitres. À ce titre, ils ont envers ces derniers un rôle complémentaire, additif, qui modifie notre réception du texte pour la rendre plus complète. Mais en réalité, Laufer attribue à ces fragments un rôle bien plus particulier. Il explique Una de las cosas que hice con Lagunas fue que el personaje principal no tuviera ni siquiera nombre y su memoria todo el tiempo se esté reconstruyendo, pero que los personajes secundarios fueran objetos muy delimitados. La idea era contrarrestar estas dos ideas. La de que en un plano subjetivo, uno es un ente que está mutando todo el tiempo y, sin embargo, los otros parecieran aparecer como suerte de objetos ya terminados, acabados y completos. Laufer oppose donc volontairement la réification de ces personnages secondaires à la négation identitaire et par conséquent descriptive de son protagoniste qui incarne un uno indéfini et individualisé. Ainsi, comme le dirait Caroline, puisque derrière chaque absence il y a du sens, nous avons de bonnes raisons de croire que les fragments algorithmiques, ceux dans lesquels su memoria todo el tiempo se está reconstruyendo, ont un potentiel descriptif vis-à-vis de ce protagoniste. Mais de nouveau, pour quels effets de continuité et de discontinuité dans l'économie du roman? Pour répondre à cette question, intéressons-nous maintenant aux effets de liste présents dans le Larounas algorithmique. Comme l'indique Laufer, il serait vain de chercher dans les textes traditionnels une description du protagoniste. Ce n'est pas son intention et il le fait comprendre dès l'incipit, où seuls deux pronoms le désignent. Cuando la azafata lo despertó, él soñaba que estaba dormido frente a la computadora. Son assignation sexuelle sera donc la seule définition de son identité. Il en va de même pour sa profession, d'abord présentée par la négation. Desde la adolescencia había abandonado sus caprichos literarios, mientras más escribía ficción, más sentía que la ficción era que estuviese escribiendo. Puis par le mensonge. ¿Y tú qué haces? Neurólogo, mintió finalmente casi al límite de tiempo para continuar en las fronteras de la verosimilitud. C'est pourquoi il y a fort à parier que c'est au cours de la lecture des fragments algorithmiques écrits par la machine, ceux qui rassemblent ses souvenirs, que le livre nous invite, nous, lecteurs, à reconstruire le portrait du protagoniste. Voyons ce qu'il en est. Pour commencer, en arborant tous le titre « En el tren », ces textes nous invitent à un voyage. Déjà, ce voyage est physique, car ce qui donne sa toile de fond au fragment, ce sont les trajets en train quotidiens que le protagoniste avait l'habitude de faire. Le thème du voyage est également un fil rouge dans la trame narrative. Le roman s'ouvre, dans le chapitre 1, sur l'arrivée du protagoniste en avion,
et se clôture dans le chapitre 16 sur son départ en hélicoptère. Mais par rapport aux moyens de transport aérien qui incarnent une volatilité de sa mémoire, ces trajets en train, sans début ni fin et faits d'allées-venues par 10 fois répétés, nous conduisent vers un voyage intérieur, celui du temps des souvenirs, dont le train devient la métaphore. Cependant, ne perdons pas de vue que ces textes sont le fruit de la mise en action d'une formule algorithmique composée de codes. Les règles de l'algorithme, comme la base de données dans laquelle il s'inspire pour écrire, nous sont inconnues. Mais si une étude du texte, même si une étude du texte suffit à en deviner les principales caractéristiques. Par exemple, ces fragments commencent tous par un incipit matriciel qui constitue le début de la formule algorithmique. Va a dar clases a la universidad, al igual que otros 2 días por semana. Viaja en el tren del sur, el tren de las 8:20. Au niveau mathématique, toutes les données de départ sont précisées pour assurer le bon démarrage du programme. Le point de départ, celui d'arrivée, l'heure exacte. Au niveau littéraire, les verbes au présent et les répétitions offrent une stabilité au souvenir. Cet incipit assure alors une continuité d'un fragment à l'autre. Mais il l'assure aussi vis-à-vis des chapitres traditionnels, en parvenant à un résultat qu'eux n'obtiennent pas, à savoir celui de donner une identité au protagoniste. Ici, on comprend qu'il a été professeur à l'université. Et ce procédé se poursuit à l'échelle des 10 fragments algorithmiques qui retracent également le parcours de vie du protagoniste à travers 2 faits marquants, la mort de son père et la séparation d'avec une certaine Victoria. Dans le premier cas, ce que je vous ai mis dans le feuillet sous la liste « Le souvenir du père », c'est une quête de filiation s'ouvrant sur l'interrogation « ¿Quién había sido su padre ?» qui est au cœur des différents souvenirs. Une question restée sans réponse, puisque selon le narrateur, su herencia fue ver el ocaso de su padre. Seul lui reste le souvenir de son décès, je cite, quisiera borrar de su mente el día que llegó a la casa de su padre y el cuerpo estaba tirado en el pasillo, et de son enterrement, la espera en el cementerio para que lo ayudaran a llevar el cajón con su padre hasta el horno. Dans le deuxième cas, c'est la trame de l'échec de son histoire d'amour avec Victoria qui se lit entre les lignes de l'algorithme. Il est fait mention d'abord d'une rencontre, conoció a Victoria en una fiesta, du début de problèmes de couple, hace ya bastante que no se acuesta con Victoria, puis d'une rupture, la casa todavía conserva la presencia de Victoria, no es él, jura que es la casa, et enfin du deuil de sa relation. Cuando olvida a Victoria, hace un esfuerzo para recordarla. Si no lo hiciera, la perdería del todo. Ces 2 lignes narratives, une fois listées d'un fragment à l'autre, nous permettent de ce fait de comprendre quelles sont les origines du traumatisme du protagoniste et de sa perte de mémoire chronique. C'est en tout cas ce que nous incite à croire le narrateur des textes algorithmiques qui retranscrit les souvenirs du protagoniste à travers une inévitable médiatisation et une omniscience souvent morcelée. Ce qui est compréhensible puisqu'il n'est en réalité que l'instrument d'une formule mathématique qui se laisse observer à travers lui. Mais c'est surtout la capacité créatrice de l'algorithme qui ressort de la lecture des textes qu'il a écrits, du fait que ceux-ci parviennent à produire un portrait du protagoniste sans recourir au code habituel du descriptif. Ainsi, ils assurent une continuité descriptive qui est autonome du reste du roman et réussissent là où les textes à proprement dit littéraires ont échoué. L'algorithme, en tant que forme du descriptif, remplirait donc une fonction compensatoire, dixit Caroline, dans ce roman. L'algorithme aurait, en ce sens, un semblant de pouvoir démiurgique. À partir d'une liste d'instructions qui l'oblige à respecter des codes syntaxiques et stylistiques et d'une base de données lexicales richement fournie, il serait capable de créer quasi spontanément un texte littéraire cohérent en tout point. Rappelons à ce titre que ce roman compte 10 textes écrits par l'algorithme et que selon le dictionnaire des symboles, 10 est le titre de la tétractise pythagoricienne, la somme des 4 premiers nombres, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Il a le sens de la totalité, de l'achèvement, celui du retour à l'unité, après le développement du cycle des 9 premiers nombres. La décade était, pour les pythagoriciens, le plus sacré des nombres,
le symbole de la création universelle. Ces fragments pourraient donc symboliser l'ascendance de la machine sur le processus créateur de l'auteur, comme c'est le cas des imprimantes 3D aux commandes du monde fictif de la Runas, et comme semble l'indiquer le titre de son 6e et dernier chapitre, Deux ex machina. Certains fragments sont en effet le résultat d'une expérience fructueuse, en cela qu'ils donnent l'illusion d'avoir été écrits par la main de l'homme. Prenons l'exemple du fragment 5, qui décrit un trajet en train qui s'aligne parfaitement sur l'incipit matriciel. Celui dans le feuillet où je vous mets un exemple cohérent de texte algorithmique. Je cite. En el tren. Va a dar clases a la universidad, al igual que otros 2 días por semana. Viaja en el tren del sur, el tren de las 8:20. El hijo de la mujer detrás suyo le patea el respaldo cada tanto. Leyó hace poco que un filósofo decía que no es que las cosas se repitan porque pasa el tiempo pasa porque las cosas se repiten. Sale el sol. En el respaldo del asiento frente a él, una persona con su mismo nombre escribió haber estado allí y se pregunta si pudo ser él quien lo hizo. Boletos, dice la voz, y él entonces se da cuenta de que olvidó comprar el suyo. Saca dinero y se lo da. El guarda lo acepta y sigue su recorrido. Ce fragment a d'autant plus de chances de présenter un texte cohérent qu'il s'agit du plus court, ce qui réduit de beaucoup les possibilités de variabilité dans l'écriture de l'algorithme. Il n'en reste pas moins que son pouvoir démiurgique a ses limites et que c'est le plus souvent sa mutabilité caractéristique qui s'exprime, comme l'annonce une sentence maintes fois répétée dans les fragments. Lo único que cambia es cuándo y cómo suceden las repeticiones. Il faut bien l'avouer, plus on avance dans la lecture des fragments, plus celle-ci devient confuse, jusqu'à donner une impression croissante de discontinuité. Alors, l'effet de liste est plus que jamais visible. S'il n'y a pas de faute orthographique ou syntaxique, les textes sont malgré tout des suites de segments sans sens les uns par rapport aux autres. Le propos devient obscur, voire opaque, comme si l'algorithme buguait. Le fragment 4 illustre bien cet effet de liste poussé à l'extrême. Je cite. La espera en el cementerio para que lo ayudaran a llevar el cajón con su padre hasta el horno. Trabajar en la biblioteca. La repetición de los mismos actos. Esas son las columnas de sus días. La probabilidad de que algo se repita es una función inversamente proporcional a las opciones y directamente proporcional a los lugares a ocupar. Quizás ya habían empezado los atentados. Il est clair que cette confusion est programmée et qu'elle vient illustrer celle qui hante le protagoniste, chaque fois plus victime de ses pensées. Mais tout de même, des phrases du texte vont jusqu'à mettre en garde le lecteur qu'un labyrinthe informatique est en train de se refermer sur lui. Et comme pour mieux insister sur l'affinité naturelle entre l'algorithme et le descriptif, ces mises en garde sont des descriptions intradiégétiques qui font irruption lors du voyage en train du protagoniste. Par exemple, una paloma se estrella contra la ventana y el susto lo hace saltar del asiento. Suena la sirena de la locomotora y se reanuda la marcha. Ou encore, el tren frena de golpe y deja por un segundo de pensar en eso. Mais ne soyons pas dupes, cette mise en relief d'un bug système dans la lettre du texte est préméditée. Déjà, elle vient caricaturer la facilité avec laquelle la littérature peut parfois passer d'une description énumérative à un interminable flux de conscience. Ensuite, elle pointe du doigt une méta-réflexion sur le processus même de création de ces fragments. Comme la mémoire, les algorithmes sont constitués de bribes de souvenirs listes d'instructions qui permettent au cerveau-programme de se les rappeler fonctionner. Cependant, à la différence du système mémoriel humain, celui d'un programme informatique est régi par des lois mathématiques. Dans un cas extrême de défaillance, alors que l'homme peut être sujet aux hallucinations, comme celle que subit le protagoniste dans les derniers chapitres, la machine, elle, ne peut connaître que la saturation et le fameux error system. Un résultat auquel l'algorithme mis au point par l'auteur arrive dans le 10e et dernier texte algorithmique, uniquement constitué de phrases déjà répétées et accumulées dans d'autres fragments.
au point d'être une copie quasi conforme des deux précédents, ce qui donne au lecteur attentif l'impression d'avoir été dupé. Finalement, n'oublions pas que la runas doit avant tout être compris comme une expérience, à la fois d'écriture et de lecture, car c'est comme cela que Laufer le conçoit et le vend. Il dit « Es un experimento cuya meta es que no se note lo que es, una novela que se genera con algoritmos, pero el lector no percibe nada raro, a diferencia de toda la literatura digital generativa, donde el resultado suele ser bastante inentendible. » Et bien que la runas ne soit effectivement pas incompréhensible, son étude à travers le prisme du descriptif remet en question les propos de l'auteur, puisque les effets de liste qui y sont présents dévoilent son fonctionnement interne et font douter des réelles intentions de Laufer. Une fois mis en perspective, on se rend compte que dans la runas, l'effet de liste n'assure pas seulement la continuité entre texte traditionnel et texte algorithmique, c'est la recherche d'une continuité du projet littéraire qui est visée. Et alors qu'on pourrait avoir l'impression d'être face à une double supercherie, d'abord celle de l'écrivain qui nous fait croire que l'intervention de la machine est imperceptible, et ensuite celle du programmateur qui a consciemment saboté son algorithme pour illustrer son propos, on comprend la volonté de Laufer qui cherche à proposer, autant d'un point de vue artistique que scientifique, des expériences littéraires à la frontière entre la littérature traditionnelle et la littérature numérique. Nous parlerons à juste titre d'expériences au pluriel, car l'une des richesses de cette œuvre réside dans le fait qu'elle est disponible en ligne sur le site web de Laufer et que chaque téléchargement propose une version dite unique de la runas. Dans mon cas, j'ai par exemple la Copia Única Código 1811, version 0.98.5, unique donc, puisque d'une copie à l'autre, l'algorithme génère de nouveaux fragments NLTrain, ou plutôt les fait varier en modifiant le contenu et l'agencement des phrases. Et bien que le résultat soit le même, à savoir l'apparente saturation finale de l'algorithme, il n'en reste pas moins que ce procédé invite à une lecture parallèle de différentes versions du texte et à une multiplicité de possibilités d'interprétation qui vont au-delà des enjeux du descriptif. Et c'est à n'en pas douter pour ces raisons que la runas est aujourd'hui un référent de la littérature numérique latino-américaine. Merci. Donc, la séance des questions, des commentaires est ouverte. Pour ceux qui, c'est la première fois que vous venez, vous allez voir qu'il arrive que ça dure 3 fois plus longtemps que la présentation elle-même. Donc là, on a perdu l'habitude de se voir en présentiel, mais on va s'y remettre. Alors, est-ce que vous avez des questions et commentaires? J'ai plusieurs questions, mais si vous voulez, je peux lancer le débat. Donc, concernant en fait la dernière phrase ou les dernières idées sur la supercherie en fait de l'écriture, est-ce que Laufer indique à un moment donné les algorithmes qu'il utilise pour l'écriture ou en fait on doit le croire sur parole, on va dire? Exactement, en fait, c'est tout l'enjeu de ce livre où, alors déjà, il faut le savoir qu'il le vend, pardon, je prends un stylo pour marquer vos questions, il le vend comme un roman algorithmique, c'est-à-dire qu'on sous-entend qu'il est 100% écrit par un algorithme, alors qu'on sait que dans la genèse du roman, il a été écrit pendant un master d'écriture, mais qui n'était pas forcément tourné vers le numérique. Donc, ce master d'écriture qu'il avait fait à l'Université de New York. Et que lui, avec son affinité pour la programmation, il a inclus ces parties algorithmiques. Donc, il y avait une première œuvre à laquelle il a ajouté ces fragments algorithmiques qui lui ont servi ensuite à promouvoir son œuvre comme le premier roman algorithmique à succès d'Amérique latine. Donc, effectivement, déjà dans la démarche de l'auteur, c'est pour ça que j'ai parlé d'une supercherie, il y a en tout cas quelques zones d'ombre. Et par rapport à votre question, non, il ne donne pas accès à l'algorithme, ce qui est étonnant. Et je pense qu'il se garde bien de le faire parce que après avoir étudié de près, vraiment en études textuelles de ces fragments, on se rend compte que pour arriver au résultat de cohérence auquel il est parvenu,
il a dû y retoucher, faire des modifications, etc. Pour que, ne serait-ce que pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, de faute de style, de faute de syntaxe, etc. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le parti pris de cette œuvre et de cet auteur. Il en a sorti un deuxième roman en anglais récemment, l'année dernière, aussi sur le même principe. Et c'est toujours cette dimension en fait, où il se garde de dire que ce ne sont que quelques fragments, dans ce cas à peine 10% de son roman qui est composé d'algorithmes. Merci. Merci à vous. Pourtant, il y a plein de fautes. Oui, il y en a des fautes, oui. Ouais. Moi, je ne sais pas si tu connais un peu tous les projets de Laufer ou que les romans algorithmiques, parce que c'est vrai qu'ici est un peu redoutable, mais les premières publications qu'il fait, je pense que le pari pour les numériques est un peu plus radical que sur ces projets. Tout à fait. Et que je pense que sur ces projets en particulier, il y a aussi son rapport au monde de l'édition, c'est-à-dire une manière contourner. D'entrer par la fenêtre parce que la porte est fermée. Ben, je ne sais pas. Mais après, oui. Alors, ce qui est particulier dans cette œuvre, c'est que quand on voit, par exemple, on peut le voir sur son site web où il y a toutes ces œuvres qui sont référencées, on voit bien que sa spécialité, c'est pas forcément d'écrire de longs textes, Voilà. des romans. Il fait ce que j'ai dit en introduction, il met en mouvement des calligrammes, il va faire des installations numériques justement pour jouer sur la lisibilité d'un texte passé au pixel, passé à l'écran. Et donc, son œuvre, effectivement, est plutôt les premières créations sont plutôt sur cette réflexion sur qu'est-ce que produit le passage du texte à l'ordinateur, à l'informatique. Et après, il développe plus ce qui est au niveau des œuvres génératives, où ce sont des textes infinis qui ne sont pas issus de sa production, mais où il va chercher dans des œuvres de la littérature, on va dire, traditionnelle. Donc, les textes qui sont ses sources, ses corpus, et il va les mélanger pour générer de nouveaux textes infinis. Voilà. C'est un peu... et en fait, la Runas arrive vraiment comme une des exceptions de son parcours, où il n'est pas un écrivain de romans, et le seul... voilà, il en a publié un deuxième l'année dernière, en anglais cette fois, notamment avec son rapport avec les États-Unis et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on voit aussi dans la Runas ce côté expérimental, tant dans la manière de le penser que dans la manière de le faire aussi. Parce que je pense que cette genèse de la création du roman dans un contexte universitaire et dans lui-même issu du monde académique a beaucoup à voir dans le résultat final. Est-ce que je peux poser une question de base, que moi, j'ai pas eu le temps d'ouvrir les docs que tu as envoyés. Est-ce que tu pourrais expliquer ou réexpliquer comment c'est composé concrètement? Les fragments sont où par rapport au chapitre, ce que tu appelles chapitre? Ça va si je fais différence, chapitre-fragment? Oui, c'est ça. Voilà, alors comment ça, pour vous, les autres, c'est super clair et c'est juste moi qui n'ai pas eu le temps de regarder, ou ça mérite qu'il explique? Alors, le mode d'emploi, c'est qu'on va sur le site miltonlaufer. Je sais pas, après. Et donc, on clique sur la Runas. À ce moment-là, il nous met un texte en disant que chaque œuvre générée sera différente de la précédente et on aura une copie unique, ce qui donne un certain statut au lecteur qui vient télécharger. Après, il faut voir que je suis la copie 1811, donc ça nous donne une idée aussi des lectures qu'il a pu avoir depuis 2014. Et donc, passer par un autre mode d'édition. Et moi, j'en ai deux. Donc... Voilà. Et moi, et moi, pour la communication, j'en ai pris 3. Donc, voilà. Donc, oui, bien sûr, ça montre comment ça peut changer les données. Et donc, on télécharge cette œuvre et on tombe sur une page d'ouverture très normale avec le titre, le nom de l'auteur, la date, des remerciements à ses directeurs pour cette œuvre lors du master de l'Université de New York. Et ensuite, on arrive sur, il y a 2 épigraphes
que je n'ai pas abordé parce qu'il n'allait pas dans le sens du descriptif d'après moi. Et on tombe sur chapitre 1, Yerada, et à la fin de ce chapitre qui dure 4-5 pages, on tombe sur le premier chapitre, En el tren, qui va durer pareil 1 à 2 pages. Enfin, le premier fragment, En el tren. Voilà. Le fragment se finit, chapitre 2 en entier, et à la fin du chapitre 2, on voit juste écrit Ève et le fragment que j'ai cité sur le portrait. Ce systématisme de l'alternance. Exactement. Et donc, il y a... c'est très mathématique, c'est très rangé, c'est très organisé, mais j'ai essayé de faire un parallèle avec le chiffre parfait, le 10 et tout ça, et effectivement, qu'il y a une systématicité, mais on va dire ça ne forme pas un carré. Tu sais très bien que s'il y avait un sens, je serais allé le chercher au niveau de la structure. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Alors d'accord. Et alors d'une version à l'autre, les variations sont de quel ordre? C'est des combinatoires Exactement. Les seules variations qu'il y a sont dans ces fragments En el tren. Et donc, c'est là où, en fait, on se sent dupé quand on lit les interviews de l'auteur ou quoi. C'est qu'il nous dit que le roman est algorithmique et qu'il va être différent à chaque. Et qu'en fait, il y a une première étape où déjà, il faut lire entièrement le livre et se rendre compte, pendant la lecture, que le dernier fragment n'est qu'une accumulation des 2 avant-derniers, en fait. Et donc, déjà, on ne s'en rend pas compte forcément à la première lecture. Il faut une lecture isolée de ces fragments En el tren pour s'en rendre compte au niveau syntaxique. Mais bon, on a quand même des phrases tout au long des fragments, du 1 au 10e, qui sont répétées et qui nous font dire qu'il se trame quelque chose. Et donc, en fait, ce sont ces fragments qui sont modifiés, ce sont les phrases, en fait. Il a une base de données, je pense, avec l'ensemble des phrases qui sont utilisées. Il faut vraiment comprendre ça comme des listes, en fait, de phrases et qui superposent, de manière combinatoire, complémentaire, à partir de cet incipit matriciel qui est Viaje en el tren, del sur, tout ça qui se retrouve au début de chaque fragment. Et alors, est-ce qu'effectivement, je parle un peu fort parce qu'on est loin les autres, désolé de vous casser les oreilles, est-ce qu'effectivement, les différentes combinatoires modulent l'appréhension que tu as de chaque chapitre? Ou est-ce que c'est purement de l'ordre du zinzin À mon goût, je pense, l'interprétation que j'en ai eue et la lecture que j'en ai eue, c'est que c'est purement de l'expérimental. C'est pour modifier, voilà, on connaît tout ça. La littérature numérique en général prend beaucoup à Borges, prend beaucoup à Cortázar, etc., mais surtout en Amérique latine. Et donc, c'est là juste pour l'expérience. Je me demande si Laufer ne pense pas que ça va plus loin. Ce serait l'occasion de lui poser la question. Mais pour moi, ça reste cantonné à de l'expérimental, en fait. Oui, mais tu vois, ma question a été très, très pragmatique. C'est-à-dire, est-ce que tu as concrètement, entre les 3 versions que tu as téléchargées, un chapitre dont le sens est concrètement modifié à cause d'une variation de section, de fragment? Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Ce que tu apprends de l'organisation de l'information change, donc le lecteur reçoit l'information dans un ordre différent. Mais le texte principal, c'est-à-dire le chapitre écrit par lui, donc ça reste pareil. C'est ça, parce que dans tous les fragments... C'est exactement, oui, tout à fait. C'est exactement ça, c'est que dans tous les chapitres, en fait, là, il y aura un apport d'information, c'est exactement ce que tu dis, il y aura un apport d'information sur le père, sur ses traumatismes, sur Victoria, sur ces phrases très philosophiques qu'il raconte sur le souvenir. Mais en fait, on se rend compte que peu importe l'ordre dans lequel elles sont agencées d'une version à l'autre, on retombe toujours sur le monothème de la séparation avec Victoria, le monothème de la mort du père et le monothème de ses souvenirs. Et donc, ça n'a pas d'impact sur le chapitre. D'accord. Et alors là, c'est Laura qui va rigoler avec la question que je posais. Est-ce que tu as lu que les fragments en continu? Oui. Et alors quoi? C'est lisible, c'est pas lisible? Ça construit une narrativité? Et après, est-ce que tu as lu les chapitres tout seuls sans les fragments? Et qu'est-ce que tu en déduis? Désolé pour Laufer, mais quand on lit que les chapitres narratifs tout seul, on se dit heureusement qu'il n'y a pas que ça. Non, mais je me garderai de lui dire j'espère qu'il ne verra pas cette vidéo. Mais on va dire, voilà, on s'attend à plus. L'histoire, ça fait science-fiction, monde apocalyptique, etc.
elle est entraînante, mais sans plus. Donc là, il y a une continuité totale narrative. Et quand on lit que ces fragments-là, en fait, la lecture de ces fragments-là ne se base pas forcément sur une narrativité, mais sur l'accumulation de ces algorithmes qui arrivent à la saturation. C'est comme ça et seulement comme ça qu'on peut mettre en lumière la saturation de l'algorithme dans le dernier fragment. Donc, ça ne construit pas une narrativité, parce que vous vous souvenez que la dernière fois, Oui. il y a 1000 ans, on s'était interrogé sur la dimension narrative de la description. Vous vous souvenez? Avec je ne sais plus qui. Et donc là, tu dis, ça ne construit pas une narrativité, mais en revanche, ça élabore tout un univers de description compensatoire. Exactement. Voilà. Donc, Exactement. on peut dissocier narrativité et description. Ouais. Et compensatoire, notamment du fait, qu'on disait, des chapitres narratifs qui semblent peu suffisants pour ce qu'on nous vend, en fait, parce qu'il y a vraiment une publicité. Ouais, Je pense que tu es d'accord avec moi, qu'il y a vraiment une publicité, un engouement autour de cette œuvre. Ouais. Oui, parce que je reste toujours parce que l'approche que je fais sur l'œuvre d'affaires, c'est comment il se positionne dans le champ littéraire. Les premiers travaux datent de 2002, c'est au niveau, je ne sais pas, au niveau pari numérique beaucoup plus intéressant, parce que ce sont des poèmes, quand on accède, ce sont des PDF aussi qu'on peut télécharger sur le site, et que c'est illisible. Exactement. Parce que c'est le orphikos, comment on dit en français? C'est en fait, la loupe. On doit passer, dans l'un de ces poèmes, on doit passer la loupe pour révéler le texte. J'ai eu l'occasion de parler avec lui sur ça, et en fait, ce sont des poèmes à lui, parce que moi, je me demandais pourquoi écrire un poème qu'après, les lecteurs ne pourront pas lire. Que pour faire le fait, parce qu'écrire un poème, quand même, ça coûte. Donc, ce sont des poèmes que lui, il a écrits et qu'il publie sur cette façon. Donc, soit il a honte, donc il ne veut pas que le lecteur le lise, et donc il le montre, mais le montre comme ça. Après, on peut interpréter en quoi il demande l'œil autrement et en quoi ça parle de la contemporanéité de notre rapport à l'écran. Et voilà. Mais il y a aussi ces côtés de ne pas laisser lire ce que lui-même il a écrit. Donc, mais ça, c'est vraiment les tout premières œuvres. C'est 2001-2002. Après, il enlève après, il part le sur flou. la direction que tu as bien évoquée, mais le livre en anglais, il a été publié par une maison d'édition normale. Conventionnelle, pardon. Conventionnelle, traditionnelle, en papier. Oui, mais qui est sûrement dû aussi au succès qu'il a dans l'intelligentsia latino-américaine. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il arrive à entrer dans les maisons d'édition. Oui, tout à fait. Mais moi, je me pose la question, pourquoi il n'est pas arrivé dans les maisons d'édition latino-américaines? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas allé aussi loin. Tu as une réponse? Non, je n'ai pas encore une réponse parce qu'il y a d'autres aussi qui sont arrivés et qu'on ne pourra pas dire qu'ils sont beaucoup mieux que lui. C'est-à-dire, là, la publication en ce moment, on publie beaucoup. Donc, et aux États-Unis, évidemment, on publie beaucoup plus et beaucoup plus à des latino-américains qui décident de s'élancer à écrire en anglais. Ça, c'est hors question. Donc, je dis, quels sont les paris qu'il est en train d'échouer pour... c'est un fumiste. Voilà. Donc, Soline avait une question. J'espère pas avoir perdu le fil et avoir peut-être plus ou moins bien compris ce que tu avais avais la dit. Runas. Est-ce que dans les fragments algorithmiques, tu disais bien à un moment donné qu'au départ, encore, ça avait du sens, c'était cohérent, et plus tu avances dans la lecture, moins ça le devient. Et dans ce cas-là, vas-y. Et dans ce cas-là, quand tu changes de version, est-ce que c'est toujours dans cet ordre que ça apparaît, c'est-à-dire cohérence et incohérence? Dans ce cas-là, il y aurait un intérêt. Exactement. Ou alors, d'un coup, ça devient incohérent au chapitre 1 directement. Ou alors, est-ce que ça part en sucette toujours au même endroit? Et dans ce cas-là, il y a quoi dans le chapitre où ça part en sucette? Oui, et du coup, ça voudrait dire qu'il y a du sens et que c'est intéressant. Tout à fait. Alors, je l'ai fait sur 2 versions. Et en fait, ce que j'ai pu comparer, c'est que dans chacune des versions, les fragments que j'ai jugés comme étant sans sens, enfin difficiles en tout cas, parce que voilà, on peut établir vraiment 3 niveaux: compréhensible, avec des difficultés, et incompréhensible, comme les 2 extrêmes que je vous ai lus. Alors,
c'est pas du tout réparti dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait tomber sur un premier fragment qui est complètement déjà incompréhensible. Et par exemple, dans ce que je vous ai lu, là, c'était par exemple le 4e qui est très compréhensible parce que c'est le plus court dans cette version-là, alors qu'il sera différent, plus long dans une autre version. Et le 3e qui est complètement incompréhensible, donc celui juste avant. Donc en fait, toi, quand tu disais qu'il y avait un sens au moment où ça partait un petit peu, c'était complètement incohérent, tu l'interprètes à l'aune de ta version à toi. Je l'interprète à l'aune de ma version et surtout, après avoir vu que c'est au-delà de compréhensible, incompréhensible, le projet recherché, c'est de montrer comment ces textes vont saturer au final, mais surtout se concrétiser dans le 10e fragment. Et ça arrive dans toutes les versions. Donc, c'est surtout ça que, en tout cas, l'auteur veut démontrer. Mais je n'ai pas trouvé, ça aurait été super intéressant, mais je n'ai pas trouvé de jeu de sens, justement, sur ces compréhensions et incompréhensions. Et le passage de la description d'elle, c'était algorithmique ou pas? Alors, au début, j'ai lu les passages de la description qui sont très stéréotypés dans les chapitres narratifs. D'accord, donc ça c'est... Donc, c'était sur son physique. Ok, c'est l'auteur qui... Exactement. Et après, c'est dans le fragment de son portrait, mais ces fragments de portrait sont aussi écrits par Laufer. Ils ne sont pas algorithmiques. Okay. Il y a juste les fragments en el tren, avec ses souvenirs. Ah, d'accord. Et c'est pour ça, en fait, c'est ce qu'il explique. Pardon. C'est ce qu'il explique dans les citations, c'est qu'il a fait en sorte de construire ces fragments de personnages comme des portraits d'objets délimités, finis, des biographies, fin de l'histoire. Et c'est pour ça que vraiment, si on fait la liste de tous les débuts de paragraphes, on voit une biographie du personnage. Exactement. Et du coup, juste par rapport à cette description-là en particulier, ah oui, pardon, désolée. Par rapport à cette description en particulier, Dave, tu disais à un moment donné, là je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, est-ce que la description est trompeuse pour le lecteur? Parce qu'elle est décrite, tu disais, comme un archétype, et ensuite j'ai noté, mais en fait, elle est féministe, anthropologue, etc. Donc là, qui écrit cette description trompeuse, entre guillemets? Donc du coup, ce n'est pas un algorithme. C'est d'accord. Et du coup, est-ce que la description, généralement, elle a quel rôle en fait dans ce enfin, c'est un roman? Oui, bon, il l'appelle comme ça en tout cas. Oui. Dans ce roman algorithmique, elle a quoi comme fonction un peu inédite, quoi? Alors, de l'inédit, pas grand-chose, à part le côté algorithmique que j'ai montré. Mais alors effectivement, dans les chapitres narratifs, on va surtout se focaliser sur sa description physique qui la représente comme prototype féminin, en y ajoutant cette facette professionnelle d'anthropologue, parce que c'est un intérêt dans la trame. Ça n'a même pas un intérêt pour le personnage en tant que tel, c'est un intérêt dans la trame, parce que le protagoniste vit dans des montagnes et veut aller chercher des indigènes sur une colline. Et donc, c'est par exemple le côté plus de l'engagement militant féministe, c'est dans le fragment de son portrait du portrait qui lui est dédié, qu'on voit cette facette. Et c'est juste en 2 phrases où il explique son entrée dans un groupe féministe, qui nous permet de contrebalancer en fait tout le discours qu'on pensait avoir depuis les premières descriptions qui avaient été faites au chapitre précédent. Ça sert à quoi, du coup? Ça a un rôle complémentaire pour moi de distinguer exactement, chapitre narratif versus fragment. Et pour moi, je l'ai interprété comme ça sert le projet littéraire de l'auteur de nous indiquer que ces fragments de personnages sont une première étape parce qu'ils ne sont pas des chapitres, ne sont pas officiels, on va dire, vers la 2e étape qui sera lecteur va reconstituer toi-même un portrait du protagoniste qui est anonymisé dans les fragments algorithmiques. Super, ça me paraissait très intéressant ce que tu disais par rapport à ça. Merci à toi. Et justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que les fragments algorithmiques, ils apportent vraiment quelque chose à la création littéraire? C'est un peu ma question. Oui.
Au niveau de la création littéraire, oui, enfin après, si on avait un autre sujet, on aurait pu développer, et il y en a d'autres qui l'ont déjà fait sur ce thème-là, je pense qu'on a déjà entendu des choses sur ça. C'est effectivement un peu tout l'enjeu de ce livre, de dire, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la fin, c'est à quel moment la machine prend l'ascendance sur la plume de l'auteur, mais dans quelles circonstances, dans quelle mesure, vu que c'est quand même lui en tant que programmateur qui l'a mis au point, cet algorithme. Donc au niveau de la création littéraire, c'est plutôt vraiment, il faut le voir comme l'expérience et comme le projet d'écriture et de lecture. C'est là, en fait, où on va voir l'innovation, la création. Mais sinon, en tant que tel, ces fragments, on va dire leur contenu, leur fond, ne décèlent pas en tout cas de volonté d'innover au niveau de la langue, du style, des choses comme ça. En tout cas, c'est mon interprétation. C'est aussi une impression. Oui, c'est vraiment une langue très, très basique et même un peu ennuyée. Oui, exactement. Tout à C'est la fait. limite de l'effet compensatoire. C'est exactement ça, oui. Si on fait une étude vraiment linguistique, c'est une langue très, très plate, oui. Très plate. Et très monotone. Dans les exemples, les chapitres écrits par l'auteur, c'est très plat aussi, il me semble, non? Enfin, j'ai pas lu dans le détail, hein, j'ai ouvert le fichier, j'ai parcouru et je me suis dit, bon, c'est un peu comme un jeu finalement sur la structure, la construction, peut-être une réflexion sur le numérique et tout ça, mais en même temps, d'un point de vue littéraire, écriture, que ce soit la machine, que ce soit l'auteur, j'ai pas eu l'impression d'une grande virtuosité. Tout à fait. On peut appeler ça comme on veut, mais effectivement, ça m'a semblé très plat. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura écrit, qu'il en aura fait 2 ou 3 ou 10, après, ça, je veux dire, c'est la même chose, quoi. Donc, est-ce qu'il a un style, quoi, une écriture particulière? J'ai pas l'impression. Pour te répondre, moi, ce que je trouve déjà assez intéressant, c'est que le style des chapitres narratifs et le style des fragments algorithmiques est assez similaire. Bah oui. Donc, on peut pour le quand même, voilà, pour le rassurer, enfin voilà, pour le défendre un peu, on peut quand même se dire qu'il a cherché cette similarité et que peut-être il a adapté son style. Mais bon, oui, d'accord, j'avais pas vu comme ça. On peut essayer de le défendre. Mais sinon, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que c'est pas son projet d'écriture en général. Et il ne se considère pas comme ça comme auteur. Mais c'est pour ça que j'étais déçue au moment de le lire. Déjà parce que je m'attendais à un roman algorithmique. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Après, toute cette histoire, il n'y a que 2 petits fragments qui ne changent rien. Et puis, le style, c'est d'une platitude qu'on peut saisir pour les sauver. Bon, il est en train de s'approcher de la machine et mettre en place une langue d'ordinateur. Mais de toute manière, je le dis, et au moment de le dire, je dis non, parce que la langue d'ordinateur, c'est-à-dire en ligne, il y a une circulation linguistique qui est bien plus compliquée que ce style presque, je ne sais pas comment dire, neutralisé. C'est surtout la Sarodon qu'il a une écriture plate, quoi. Sauf qu'il le met en copier-coller et on s'en rend compte encore plus. Oui, c'est différent de production comme on va voir en littérature où il y a vraiment de la recherche poétique et effectivement. Mais c'est vrai qu'en général, dans la littérature, ce que j'ai pu en voir jusqu'à maintenant dans la littérature numérique en Amérique latine, et je pense que c'est partout pareil, c'est pas vraiment ce qui est recherché. Là, j'ai trouvé cette semaine peut-être une autre œuvre, une œuvre qui est aussi un roman numérique d'une Colombienne qui cherche plutôt ce côté virtuose, etc. Mais parce qu'elle est déjà écrivaine avant, elle a publié dans le schéma traditionnel, mais dans le cas de Laufer, comme dans le cas de beaucoup d'auteurs d'art numérique, c'est pas l'enjeu. C'est vraiment se servir du médium et de mettre en place, ça peut être de l'algorithme ici, de l'hypertexte, de l'hyperlien dans d'autres cas, comme tu disais, le cas de la loupe, beaucoup de choses comme ça. Que je trouve pour réflexion numérique beaucoup plus intéressant, le cas de la loupe que celui-ci qui a été rapproché chez Cortázar tout le temps et qui essaie de refiler ça. Alors, il a fait la même chose il y a 70 ans sans rien. Exactement. Et avec des vrais effets de sens. Voilà. Et avec une
avec une organisation humaine, c'est-à-dire tous les critiques qu'on peut faire à Rachuela, bon, il l'a organisé lui-même quand même, ça, Bien sûr. ça reste respectable, mais ici, je ne sais pas, il faudrait lire le roman en anglais pour voir ce que ça donne. Mais alors, qu'est-ce que ça donne quand il a pris, j'ai bien entendu, tu as dit qu'il avait fait le test avec des œuvres, des classiques, et qu'il avait fait le même point. Alors, avec des œuvres qui ont un vrai style. Oui. Que donnent les variations algorithmiques de ces grands... Si je prends le Quichotte. Oui. Je... Oh ben, t'inquiète pas. Voilà, ça donne quoi? En fait, lui, ce qu'il propose, c'est, on va dire, 3 différentes choses. Soit, il met à disposition des œuvres comme le Quichotte, qui va laisser... En fait, il a mis en place un programme pour laisser à celui qui visite son site d'écrire son propre Quichotte. Et après, il y a un jeu de superposition avec l'œuvre originale. Ça, c'est un premier type, où il y a vraiment des logiciels où la personne qui entre sur le site peut interagir. Ensuite, il y a les œuvres. Voilà, par exemple, il va prendre un conte de Borges et où il va y faire des modifications. Et donc là, c'est plutôt des programmes par suppression, par annulation. Et par exemple, c'est la Biblioteca de Babel, il va supprimer petit à petit les mots pour que le texte devienne incompréhensible. Et dans d'autres, il y en a un, il a fait un... Donc ça, c'était le deuxième type. Et le troisième, c'est les génératifs, donc qui ont une vocation à être infinie. Et déjà, on entre sur la plateforme de son application et on commence à faire défiler vers la droite. On voit que ça ne s'arrête jamais et que ça ne s'arrêtera jamais. Et que si on fait rafraîchir, on a tout perdu. Et il faut tout recommencer. Et par exemple, dans ce cas-là, il mélange Platero y yo et Le Petit Prince. Ouais, ça donne quoi? Et ça donne une histoire avec des bouts de l'un, des bouts de l'autre, mais on va dire au niveau stylistique, ça floute en fait les... Ça ne permet pas d'approfondir la compréhension de l'un, la compréhension de l'autre, parce que c'est ça qui est intéressant. Quand tu oui, mais c'est pas... J'ai vraiment pas l'impression que ce soit... C'est du zinzin, en gros. C'est de l'expérience, c'est de l'expérimental. Oui, parce que moi, je devais interrompre. Alors, je voudrais bien... excuse-moi, mais je n'ai pas reçu de texte. D'accord. Donc, si tu peux me l'envoyer. Alors, en vous écoutant, donc je parle d'après les impressions de ta présentation, je me demande si, en fait, c'est un informaticien donc, qui essaye de... quand on voit des algorithmes ou des programmes, en fait, on n'y comprend rien. C'est tout en couleur et ça reste très énigmatique et en fin de compte, c'est très plat aussi. Bon. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, il voudrait transposer, en fin de compte. Moi, je vois ça comme une traduction, c'est-à-dire transposer le langage informatique, mathématique, à la littérature. Et donc, cette banalité, cette répétition, on va la retrouver dans sa traduction. Et le fait d'avoir, disons, vers la fin, j'ai compris que ça sature, en fait, c'est la fin du programme. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le programme algorithmique atteint ses limites. Et la deuxième chose dont vous venez de parler, c'est-à-dire que si on mélange par exemple Le Petit Prince et je ne sais plus quel texte, en fait, c'est simplement, du point de vue informatique, créer une écriture et voir ce que ça donne. Mais ce que ça donne ne génère pas forcément du sens. Exactement. C'est ça je pense que c'est dans cette direction-là qu'il va. Ce n'est pas forcément pour générer du sens. C'est pour voir. En fait, j'ai l'impression que sa démarche, c'est de rapprocher deux écritures qui sont complètement différentes l'une de l'autre, déjà par nature, l'écriture mathématique ou informatique, disons, et l'écriture à laquelle on est habitué, littéraire, n'ont strictement rien à voir.
Et le fait de pouvoir les rapprocher, de traduire l'une dans un autre langage est une tentative. Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas faire ça? Mais il atteint, d'après ce que tu dis, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner jusqu'à un certain point, mais quand ça fonctionne, en fin de compte, c'est assez plat. Ça ne, je dirais, entre guillemets, le génie humain n'étant pas présent, c'est simplement un produit de la machine, de l'algorithme. Et on s'aperçoit qu'à un moment donné, ça ne donne rien, quoi. Ça sature, c'est plus compréhensible. Voilà. Donc moi, je verrais plutôt ça comme une démarche de traduction d'une langue dans une autre. Si tu veux, j'ai pensé à ça au début, mais si on prend la forme des algorithmes, vraiment, si on fait des programmes informatiques, on a soit les algorithmes qui vont être une suite binaire avec 0, 1, et qui vont constituer tout le programme. Donc, on va avoir 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il aurait pu essayer de faire dans les fragments, de définir deux entités au départ, un 0 et un 1, et de les accumuler, les mettre en superposition, etc. Et ça, il ne le fait pas. Donc déjà, le premier langage codé de l'algorithme, il ne le fait pas. Et après, la deuxième sorte d'algorithme auquel tu fais référence, effectivement, ce sont ces instructions qui sont listées en couleurs, commencer par, puis... Exactement. Mais c'est absolument, je veux dire, hermétique, tu comprends ce que oui, c'est une suite d'instructions, mais c'est hermétique pour des littéraires. Ce n'est pas hermétique pour des informaticiens. Bien sûr. Et je dirais, effectivement, je trouve que tu as raison sur ce point-là, que c'est plutôt de ce langage-là dont il essaie de se rapprocher, sans les couleurs. Oui, sans les couleurs. Ce qui rend la chose plus difficile. Et par contre... Simplement, j'ai demandé justement pourquoi il y avait des couleurs. Parce qu'en voyant les textes, je me dis, mais c'est toujours en couleur, mais pourquoi vous mettez des couleurs? Et en fait, c'est justement pour faciliter la compréhension. Parce que chaque couleur a une fonction. Voilà, exactement. Et c'est curieux qu'il n'utilise pas ça. Bien sûr. Il aurait très bien pu utiliser aussi la couleur. Exactement. Mais juste par rapport à ce que tu disais, pour finir, effectivement, il y a cette saturation finale, mais il faut bien se rappeler qu'un programme, il est fait pour fonctionner. Et que la saturation, normalement, les algorithmes, c'est des boucles. Et si ça ne marche pas, c'est remis vers une autre boucle, etc. Et donc là, c'est vraiment une intention de sa part de montrer que, c'est pour ça que je disais, ça sert autant la diégèse que son projet littéraire en soi, de montrer une saturation. C'est là où, en fait, j'ai l'impression qu'il prend l'algorithme comme prétexte pour montrer autre chose, pour aller plus loin. Parce que sinon, en tant qu'informaticien, si lui, il a un algorithme qui bug vraiment, il ne le publierait pas, il ne ferait pas des versions génératives, etc. Il l'aurait modifié. Je ne suis pas sûre. Moi, je pense quand même. Je n'en suis pas sûre, parce que justement, un informaticien est toujours intéressé par les bugs. C'est toujours intéressant pour eux, les bugs. Donc, je ne suis pas sûre qu'il ne le publierait pas. Mais là, je ne suis pas sûre qu'il soit laissé là par hasard. Oui. Vraiment, je pense. Est-ce qu'il y a une attention publique, justement ça, c'est très clair. Et c'est vraiment dans, comme on disait, les références qu'il a en Amérique latine, c'est vraiment de chercher le jeu. Après, quel jeu, vu qu'on a vu que c'était un peu monotone, effectivement, mais quel jeu. Mais ce qui est marrant par rapport à cette monotonie et tout ce qu'on dit de lui maintenant, c'est que, tu me diras si je me trompe, mais Laufer, c'est l'un des plus grands représentants de la littérature numérique en Amérique latine aujourd'hui. Et que la Runas, quoi qu'on en pense, elle a été acclamée. Elle a une jolie présentation de l'œuvre avec, il y avait Sefcovic, je crois, qui était là. Donc vraiment, avec un salon littéraire autour de lui, acclamé par la critique, avec des articles, des interviews et tout ça. Donc c'est là, en fait, où, effectivement, il faut voir vraiment la démarche scientifique et littéraire qu'il met en place et la mettre en parallèle avec après son talent littéraire. Mais c'est vraiment quelqu'un d'important. Moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Je rejoins un peu Sylvie. Est-ce qu'il n'est pas passé à côté de ce langage informatique? C'était un peu la même question. Parce que quand on parle d'algorithme, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un langage, effectivement, codifié.
mais très précis. Oui, il est très, je ne retrouve pas du tout. Et puis effectif. Voilà, oui, voilà, c'est ça. La Lara Croft qui saute, je sais, vous étiez pas enfin, qui fait des trucs, quoi. Quand il n'y avait que des triangles. En espérant qu'il ne voit jamais cette vidéo, est-ce qu'il n'est pas passé à côté de ce langage-là? Parce que quand tu parles, par exemple, de superposer du texte, bon, déjà, si en plus on n'en tire aucune conclusion, que ça ne fait pas sens, etc., même expérimentalement, ça reste de la littérature, c'est quand même très dommage. Mais en plus, c'est quelque chose qu'on peut faire sans le biais de l'informatique, en fait, et du numérique. Donc, je vois encore moins l'intérêt de l'expérience en elle-même. L'intérêt, il est, pour lui, je pense, génératif. Et génératif. Quand tu crées plusieurs œuvres, en fait. Enfin, un infini d'œuvres. Et il est aussi, je pense, c'est comme tu le disais au début, dans les années 2000, il a essayé certaines choses en poésie. Après, il s'est tourné plus vers ce que je racontais avec les contes de Borges ou des choses comme ça. Et La Runa, c'est ça, son premier roman. Et comme je l'ai dit, au niveau de sa jeunesse, c'est vraiment de l'expérimental. C'est comme s'il avait fait un mémoire, en fait. Et son mémoire, c'était rendre un roman. Oui. Donc, il faut vraiment le prendre dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être trop dans le jugement. Et il dit souvent qu'il a voulu allier sa passion pour la littérature avec sa deuxième passion pour l'informatique. Oui. Okay. Aussi, peut-être, je ne sais pas, mais est-ce que tu disais que l'émulation littéraire qu'il y a eu autour, qui a été invitée dans des salons et tout, c'est peut-être dû au fait que l'idée est séduisante, peut-être plus que le résultat. C'est ce qu'on a. Moi qui ne connaissais pas du tout, en tout cas au début, je suis toujours mais très séduite par l'idée. Et c'est vrai qu'en creusant, on retrouve en fait des choses comme je vous disais, que Cortázar a fait, même que les surréalistes ont fait. Mais il y a une idée très séduisante de se dire qu'on arrivera peut-être à de la littérature par intelligence artificielle à faire. Parce que c'est vrai que l'algorithme, en fait, il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Donc, en fait, est-ce qu'il a une vraie participation dans l'œuvre mais l'intelligence artificielle, en revanche, pourrait créer un roman de toutes pièces. Et je pense qu'il y a ce côté séduisant de se dire que c'est le futurisme un peu de ce roman-là. Enfin. Et j'avais une question, c'est pas une question, mais j'avais une question. Est-ce qu'il y a une version publiée de ce roman? Non. Il n'y a pas de version papier. Il n'en existe pas. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, en fait, je pense qu'on en voit les lacunes de cette œuvre, à part si on a un œil littéraire et qu'on se rend compte que voilà, c'est plat comme langage. On se rend compte des failles un peu de cette œuvre quand on l'étudie. Quand on reprend en fait l'initiative de départ. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi pour la communication, parce qu'au départ, avant de le lire et tout ça, je trouvais ça très alléchant d'aller étudier du descriptif entre littéraire et algorithme. Et c'est en fait quand on arrive aux conclusions, après plusieurs lectures, et on sait très bien comment faire, chapitre narratif d'un côté, les fragments de l'autre, etc. On est rodé sur ça, qu'on voit un peu les mécanismes et qu'on se dit, bon, d'accord, mais c'est pas... Et en même temps, on applique à quelque chose qui se veut nouveau, c'est-à-dire la littérature algorithmique, une science d'analyse littéraire qui est vieille comme le monde. Donc, est-ce que aussi l'erreur, elle n'est pas un peu de notre part de chercher du style, de chercher du sens dans quelque chose qui se veut, même si ce n'est pas abouti, mais quelque chose qui se veut complètement nouveau et complètement qui est expérimental et qui vise à peut-être autre chose. Si tu veux. En n'étant pas publié, par exemple, en n'étant pas publié en papier, je pense qu'il montre aussi une intention de s'échapper de... Je ne connais pas assez l'auteur peut-être, mais de s'échapper du carcan éditorial, littéraire, universitaire. La première question que je me suis posée, c'est quelle légitimité j'ai à étudier une œuvre, n'étant pas programmateur, n'étant pas informaticien. J'ai des connaissances basiques qui me permettent de comprendre certains maniements qu'il a utilisés, mais déjà, c'est la première question que je me suis posée. Et après, je me suis dit, mais si lui le présente comme étant de la littérature et comme étant un roman a fortiori, pourquoi on n'aurait pas le droit aussi de nous appliquer nos outils? Voilà. Et en plus, tu l'as vu, c'est pas je pense que la communication aurait été différente si j'avais étudié l'œuvre dans sa généralité, mais là, en plus, en focalisant sur finalement un thème qui est le descriptif, qui me paraissait très difficile à appliquer au départ à cette œuvre, j'avais d'autres idées, et finalement, on voit bien que c'est l'une des portes d'entrée pour étudier ce fonctionnement. Et qui se cherche un livre, c'est-à-dire quand on télécharge le roman, et quand je ne sais pas si tu l'imprimais,
moi, je l'ai imprimé parce que je préfère le lire sur papier. Oh, la C'est C'est pas moderne, ça. pas du tout. Et si on l'imprime sur feuille A4, ça, l'organisation d'un livre pour dire Tout à fait, oui. Même, il cherche à imiter ça. La caja, c'est un livre. Oui. Donc, il l'a fait comme un livre. Mais aussi, si une maison d'édition le publie, quelle version? Oui, il y a la notion d'original qui revient. Comme une grande partie de Qui revient, voilà. Sinon, toute l'expérience, peut-être. Oui, du coup, tout à l'heure, j'avais une question, j'ai oublié de la poser. C'est quoi l'original? Est-ce qu'il y a un original? Est-ce que ça fait sens de dire En fait, l'œuvre principale, c'est celle qu'il a écrite sans les fragments algorithmiques. C'est ça l'hypotexte. Exactement. Si on veut, c'est ça l'hypotexte. Mais ce n'est pas un roman, comment tu l'appelles, Cyborg. ou cyborg. À ce moment-là, non. C'est un roman tout banal. Exactement. Voilà. Ce sont des fragments qui font que ça devient un roman cyborg. Tout à fait. Voilà. Et tu ne crois pas que l'effet algorithmique est neutralisé par je vais mettre un mot que tu vas comprendre, les coutures, en fait, parce que tu as dit, on voit bien qu'il a fait des soudures, la grammaire, machin, machin. Est-ce que tu ne crois pas que c'est ça qui annule parce que finalement, tu remets de l'humain, de la littérature, dans la machine. Tout à fait, donc, tu fausses déjà que c'est toi qui prépares l'algorithme, mais alors en plus, quand ça ne câble pas, tu vas mettre des petits coups de tournevis pour que ça rentre bien. Oui. À mon avis, elle est là, la Ça, c'est une dans hypothèse, oui. l'hyper-correction, l'hyper-maîtrise. Mais après, c'est ce que tu disais, il y a des fautes d'orthographe aussi. Oui, mais donc, ça, c'est lui qui est... C'est de l'autoproduction. Ça peut être la machine, hein. On va dire ça. Moi aussi, je vais dire ça quand je fais les fautes. Oui, voilà. Non, mais ça peut être la machine, je ne l'aime pas. Et moi, je me demandais, on parlait du thème de la création, mais est-ce que la création, du coup, ne se trouve pas du côté de la littérature, mais du côté de l'informatique, le fait de créer un algorithme qui soit susceptible d'avoir sa traduction en littérature? Parce que la création, elle n'est pas là, plutôt, du côté informaticien et non pas du côté et justement, romancier. Et c'était là, je déteste ce verbe rebondir sur ce que tu dis, parce que ça interroge sur le statut justement de narrateur et d'auteur. Parce que l'auteur de l'algorithme, et finalement, ça dévalorise la narration en elle-même. Exactement. Donc, ça remet au centre du dispositif l'instance de l'auteur. Est-ce que tu t'es posé la question? Oui, je l'ai mentionné à un moment, et effectivement, en fait, c'est qu'on comprend que le narrateur n'est qu'en fait que l'instrument d'un algorithme qui a été lui-même conçu par l'auteur. Donc, c'est une double médiatisation. C'est pour ça que, à mon sens, il y a une omniscience qui est parfois morcelée parce que on voit bien que le narrateur a très peu de pouvoir en fait dans sa narration. D'information. Exactement. Oui, tout à fait. Et qu'elle lui arrive au fil de l'eau en fait avec les opérations de l'algorithme. Au revoir Ayoub. Et donc effectivement, ça remet en cause ces instances du livre. Oui, tout à fait. Alors, je voulais poser une question, mais du coup, je voulais la poser un petit peu avant et ensuite on a rebondi. Et donc, peut-être que ça va être un peu répétitif avec ce que disait Sylvie. Moi, je trouve que c'est un roman algorithmique dans sa totalité, dans la mesure où, si on considère les parties écrites de façon classique comme un 1, et si on considère les parties faites de façon algorithmique comme des zéros, on est sur une alternance qui est binaire et on est sur une écriture binaire. Et en ce sens, pour moi, on pourrait dire que c'est un roman algorithmique dans la mesure où voilà, le 1 représenterait la création, le 0 représenterait la création par la machine. Voilà, ça d'une part. Et en fait, cette répétition et cette alternance, tu as dit que c'était, ces variations plutôt, c'était un espèce de leitmotiv qu'on retrouvait partout dans l'œuvre. Donc là, tu as cité une phrase qui se répète très souvent, mais je n'ai mis que celle de Leyo hace poco que un filósofo que decía que no es que las cosas se repitan, porque pasa el tiempo pasa porque las cosas se repiten. Il y a vraiment cette obsession de la répétition qu'on retrouve dans la forme même du roman, en fait. Entre voilà, les parties qui sont classiques, écrites de façon classique, et les parties qui sont écrites de façon algorithmique. C'était juste pour dire cela. Et pour dire que moi, je voyais ça comme des 1 et des 0, en fait. Vraiment, cette écriture binaire... Voilà. Non, franchement, là, je trouve que, je pense, merci beaucoup Alexia, je pense que tu as vu quelque chose que j'ai pas pris en compte, que j'avais pas vu.
Mais du coup, c'est moi qui vais te poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis tout à fait d'accord pour cette analyse, les 1 du binarisme pour les chapitres narratifs et les 0 pour les fragments, mais pour les fragments algorithmiques et ou aussi pour les fragments de personnages. Parce qu'ils n'ont pas du tout c'est pas du tout le même processus de création, ils n'ont pas du tout le même rôle, et en soi, c'est une interprétation de ma part de considérer les fragments NLTrain, les algorithmiques, comme une reconstitution de l'identité du personnage. Oui, je comprends. Pour moi, c'est sinon, parti. l'alternance, c'est exactement comme tu dis, oui. Pour moi, c'est parti entre. Il me semble qu'il y a une partie qui s'appelle Eve et l'autre qui s'appelle Martine, il me semble. Peuvent être interprétés comme les doublons des 1, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas toujours 1, 0, 1, 0, 1, 0, mais ça peut être 0, 0 ou ça peut être 1, 1. Et moi, j'avais interprété justement ces fragments, comme tu le disais tout à l'heure, comme ces répétitions des 1 derrière. Mais voilà, juste d'un point de vue un peu... parce que moi aussi, je m'y connais un tout petit peu, et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait faire repenser à ça. Ok. Non, mais c'est effectivement, là, on pourrait vraiment, limite, monter un vrai programme en faisant comme il a proposé, effectivement. Et c'est ce qui pourrait donner une explication à pourquoi ces doublons des 1, c'est-à-dire les fragments personnages, sont à tel endroit, alors qu'il y a une alternance parfaite, sinon presque parfaite. Oui, c'est ça. Et puis aussi, je trouvais ça très intéressant qu'il y ait presque une version unique pour chaque lecteur. Ça fait croire au lecteur qu'il a quelque chose d'unique, mais à la fois qu'il est l'auteur de quelque chose d'unique, le créateur. Quelque part, le lecteur devient le programmateur. Et je trouve ça intéressant. Justement, tout à l'heure, on parlait du bug. Sylvie parlait des bugs en disant que les informaticiens étaient très férus de bugs. Et c'est tout à fait vrai. Mais justement, en terminant une œuvre par un bug, et donc par la saturation de ces codes, on peut créer un bug intéressant et donc faire boucler sur quelque chose qui serait plus ou moins bien alterné, puis qui viendrait saturer, puis on recommence, comme s'il fallait trouver une solution pour essayer de démêler tout ça. Voilà. Mais en fait, c'est super intéressant ce que tu dis. Sur ton affirmation en disant que le lecteur devient un programmateur, je suis d'accord dans le processus de lecture, mais je ne suis pas d'accord du fait que Laufer ne donne pas accès ni à ses bases de données, ni à même ne serait-ce qu'un PDF pour nous montrer à quoi ressemble son algorithme. Bien sûr, après, on comprend qu'il y a les droits d'auteur derrière, tu ne veux pas qu'on génère son œuvre, mais... Il n'y a pas de tablero. Exactement, il n'y a pas de tablero. Et c'est ce qui manque. Et par rapport à ce que tu disais ensuite sur... le bug. Sur le bug, j'avais un truc à dire, c'était... sur le bug, est-ce que tu peux juste me rappeler ce que tu disais? Je disais que justement, terminer par un bug, terminer par cette saturation de code et donc vers cette erreur système que tu l'as appelé, et je trouvais très intéressant. En fait, je me suis dit que pour un informaticien, mais c'est complètement incroyable. Il ne le verrait pas de la même façon. Moi, je sais que je vais en parler aux informaticiens autour de moi de cette œuvre. Attends, mais est-ce que ça ne vous intéresserait pas, justement ça donne envie de régler ce problème, cette incohérence, justement, et d'essayer de le rendre cohérent. Et voilà, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, merci beaucoup. C'est moi aussi, j'avais les larounas, voilà. Et donc, oui, c'est ça, c'est tout à fait intéressant. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, en tant que lecteur de Rayuela et tout ça, on est peut-être en fait en attente de ces modes d'emploi, de ces documents parallèles qui viendraient aussi être compensatoires. Et comme on ne les a pas, la seule interprétation qu'on peut avoir, l'une des seules, c'est que ce bug ne sert que, à ce moment-là en tout cas, ne sert que la trame. C'est-à-dire que le protagoniste, dans son monde apocalyptique, finit par vivre seul avec son chat. Tous ses amis ont été tués ou ont disparu, et qu'il se retrouve à monter sur une colline pour aller voir un peuple indigène disparu. Et donc, à ce moment-là, on sent bien, c'est fait comme il peut, il y a des soudures, il y a tout ce qu'on veut, mais on sent bien que ce qu'il essaye de montrer, c'est réalité, fiction, hallucination, tout ça. Et l'anthropologue. Oui, tout à fait, oui, c'est lié à ça, effectivement.
Mais ça n'a qu'une utilité diégétique, en fait. En tout cas, dans la lecture qu'on en a, je n'ai pas vu plus loin. Après, effectivement, il y a des questions sur l'humain, sur le sens de la vie, sur l'histoire du monde, lié au numérique, lié au peuple originel et tout ça. En l'occurrence, c'est plutôt sur le déchiffrement. Oui, mais en fait, elle a ce rôle, effectivement, où c'est elle qui le met sur la piste de, par exemple, ce peuple. Mais c'est que il y a quelque chose qui bloque quand même, qui fait un peu erreur système pour le lecteur, c'est que le contenu des fragments algorithmiques est totalement dissocié de ce qui se passe dans la trame. Et qu'on finit par se dire, au final, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est sa petite histoire des Mapuche, pour résumer? Oui, tu comprends, Alexia. Ou est-ce que l'enjeu est dans ces fragments algorithmiques? Et la tendance, en tout cas qui a été la mienne, c'est de se détacher de la trame, parce qu'on se dit, c'est de l'ASF, et on se focalise pour étudier du descriptif dans des textes algorithmiques. Voilà. Moi, je voulais revenir sur une idée là, que vient d'énoncer Alexia. Le lecteur programmateur, moi, ça me fait penser aux jeux vidéo où le lecteur, en fait, est maître, entre guillemets, des différents scénarios possibles. C'est-à-dire qu'il y a une trame, certes, mais le lecteur peut décider de donner telle orientation. Il y a différentes fins. Voilà, il y a différentes fins. Et là, on est un peu dans cette... et dans ces jeux, le programmateur ne va jamais donner son programme. C'est lui qui en est le propriétaire. Donc, il ne faut pas attendre d'un informaticien qui donne, si tu veux, le secret de Mais dans ces programme. jeux, ça reste toujours des scénarios très, très cadrés, très schématisés. Et en fait, souvent, ce qui arrive, on peut faire le lien, c'est que dans l'une des options du jeu, on a souvent en fait le rhizome des différents scénarios qu'on aurait pu jouer. Et c'est ce qu'il ne le fait pas là. Donc, c'est une analogie très, très pertinente, je trouve aussi. Et il y a beaucoup de choses à faire entre le littéraire et le jeu vidéo. Mais c'est quand même quelque chose que, même s'ils ne donnent pas leur clé, ils nous montrent un document complémentaire quand même pour le repérage, en tout cas. La liberté du lecteur, elle est très limitée. On ne choisit rien, là. Tout à fait. C'est pas fait pour ça, de toute façon. Encore une fois, avec Rayuela, où là, le lecteur, il a le choix, il peut lire dans différents sens, il peut respecter. Voilà, le tablero, il donne beaucoup plus de liberté au lecteur. Oui, en tout cas apparente, mais c'est... Oui, bien sûr. Mais là, c'est l'algorithme qui génère son truc et nous, Oui, alors enfin, maintenant, à la base, c'était une question, mais maintenant qui va plus se transformer en réflexion. Déjà, oui, je voulais dire que je partageais totalement ce que vous avez dit, Sylvie, dans le fait que effectivement, peut-être la platitude de l'écriture, les nombreuses répétitions font partie, sont sans doute volontaires et font partie du projet intégral, du projet algorithmique, du projet mathématique. Et que, voilà, je pense que malgré, bien qu'effectivement il s'échappe du carcan éditorial, que ce soit un roman expérimental, il cherche vraiment à s'inscrire dans la littérature, dans le roman, et à l'image de Cortázar, comme il le disait dans Teoria del Túnel, il veut déconstruire, et construire quelque chose de nouveau, mais à l'intérieur même du roman. Et du coup, moi, ce qui m'a interpellée, peut-être, je ne sais pas, mais j'y ai vu justement comme une énième revendication de son inscription dans la littérature et dans le roman par le titre qu'il donne au premier, alors c'est pas chapitre, si c'est chapitre, Llegada. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à la littérature, à tout le courant réaliste qui fait coïncider le début d'un roman avec certains topos comme la naissance, la rencontre ou justement l'arrivée. Et on sait quand même que le courant réaliste, en tout cas en Europe, a marqué la littérature. Et je me disais que, bien que ce soit sans doute évidemment l'écriture sans commune mesure avec des grands auteurs
de la littérature, il y a quand même une revendication de sa part de s'inscrire dans le roman, de s'inscrire dans la littérature, mais de proposer quelque chose de nouveau, d'expérimental, de mathématique algorithmique, mais encore une fois, depuis le roman et depuis la littérature. Et d'ailleurs, le fait que chaque lecteur finalement génère sa propre version, ça me fait penser finalement comme une mise en pratique, comme quelque chose de performatif, une mise en pratique de l'idée que le lecteur finalement actualise toujours le potentiel, le sens potentiel virtuel, d'ailleurs on utilise le mot virtuel souvent, qui est contenu dans un roman même. Un roman qu'on tient dans les mains, le livre papier, voilà. Et donc là, c'est aussi une manière autre, différente d'illustrer ses idées. Voilà, c'était juste ça. Non, tout à fait. Merci beaucoup, Sabrina. Et pour te répondre, effectivement, dans cette inscription de ce roman dans le roman traditionnel en général, je pense que si on se positionne du côté de ce qui se fait en littérature numérique depuis ces 20 dernières années, effectivement, on peut vraiment faire une catégorisation entre ces auteurs qui vont essayer de se démarquer du carcan et qui, bien sûr, auront en tête Borges, Cortázar et d'autres du surréalisme, etc. Mais qui vont essayer de se démarquer de ce carcan littéraire traditionnel et d'aller proposer d'autres choses. Et il y a des gens comme Laufer qui se revendiquent presque, même s'il ne le dit pas tout bout de champ, mais qui se revendiquent de cette tradition littéraire. Et ça, en fait, ça fait vraiment une barrière, une frontière entre les auteurs de... En fait, c'est ce qu'il dit, je le disais à la fin d'une citation, où il fait la différence entre son œuvre et celle des autres, où il parle de « a diferencia de toda la literatura digital generativa donde el resultado suele ser bastante inentendible ». C'est-à-dire que lui, en tant qu'auteur et en tant que penseur de cette littérature numérique, il a un avis sur la question. Et il se dit qu'il y a toute une littérature qui est opaque et qui ne sert en fait que comme programme, que comme logiciel, que comme expérience. Et lui, il essaye de faire quelque chose qui se rapproche beaucoup plus des formes communes de littérature, je pense aussi, pour être plus lu. Même si on voit qu'au final, 1800 depuis 2014, ce n'est pas énorme, en tout cas sur cette plateforme. Je pense que ça tend aussi à avoir cette conséquence. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Après, moi, franchement, je découvre tout ça grâce à ton intervention. Donc, j'avoue qu'avant, je ne me suis pas penchée sur la question et je ne savais pas comment il se positionne par rapport à d'autres auteurs qui font la même chose que lui ou dans quelle lignée il s'inscrit. Là, voilà, c'était juste, moi, ce que me donnait à penser l'étude que tu as donnée de Lagunas. Et voilà, après, effectivement, à replacer dans son contexte et toi qui connais sans doute mieux toute son œuvre, voilà, à voir après. Je commence. Oui, et c'est vrai en fait dans ce que tu dis de toute cette performativité, et enfin, je le rejoins avec la première question que je viens de commenter, c'est qu'en fait il y a un intérêt du côté de la recherche aujourd'hui et de certaines maisons d'édition numériques, en Argentine et au Chili surtout, de mettre en lumière ces œuvres, celles qui datent des années 2000 et qui sont plus lisibles à cause d'un patch de Java ou des choses comme ça sur Internet où c'est plus possible, c'est plus lisible aujourd'hui. Mais il y a vraiment des choses qui sont faites dans ce sens-là. Par exemple, c'est ce que je cite beaucoup comme exemple en ce moment, il y a une chercheuse en littérature numérique, comme quoi ça devient quelque chose, enfin, ça devient un sujet en soi, qui s'appelle Carolina Gainza, au Chili, à l'université Diego Portales, qui depuis 2019 monte un projet qui est financé par le ministère de la Culture chilien pour recenser et cartographier la littérature numérique en Amérique latine, parmi lesquelles apparaissent les œuvres les plus connues de Laufer. Et pas forcément ses poèmes, comme on pouvait le dire, du début des années 2000, mais c'est en fait ceux qui ramènent à une auto-perception de ce que doit être la littérature, même numérique latino-américaine. Donc, la Runas, qui pourrait être
voilà, une influencée par Rayuela et tout ce qu'il a fait avec les textes génératifs ou d'annulation autour des nouvelles de Borges. Donc, il y a aussi tout un enjeu au niveau de la littérature numérique contemporaine, de revendication identitaire de qu'est-ce que devient notre littérature aujourd'hui, et c'est les chercheurs qui s'en occupent comme cette Chilienne. Voilà. Mais merci beaucoup. Françoise, vous aviez une question ? Oui, je me posais, et merci beaucoup, c'est très intéressant. Je n'y connais absolument rien et je n'ai pas tellement envie de lire non plus. Alors, on n'a pas donné envie. Hein. Je vais poser une question sur les lecteurs, le lectorat. Parce que là, on parle de l'auteur, on parle du texte, des personnages, de la description, mais qui lit, quel est le public lecteur de ce genre de bouquins, enfin des férus comme moi qui aiment aller voir autre chose, je pense. En fait, parce que vous, comme moi, on aime étudier un texte. Et je parle du plaisir du texte, d'accord ? Alors, quels sont les lecteurs qui lisent ça avec grand plaisir, qui trouvent un intérêt, quoi ? Lecteurs spécialistes de texte. Alors là, je pense que c'est une question sans réponse. Parce que... Les informaticiens. Oui, sûrement. Intéressés par ça. Oui, sûrement, comme dit Sylvie, les informaticiens, un cercle autour de Laufer, un cercle qui est universitaire aussi, on a dit à New York. Oui, mais les universitaires, je comprends tout à fait. Je comprends que les universitaires s'intéressent à ça et c'est intéressant d'essayer de comprendre le fonctionnement de ce genre de texte parce que c'est grâce à ça qu'on peut comprendre comment fonctionne un texte classique en le comparant. C'est ça l'intérêt d'étudier ce genre de théorie. Mais je ne vois pas, parce qu'en fait, est-ce que c'est un produit commercial? Est-ce que ça s'achète? Non, il est disponible en ligne en accès gratuit. Et par exemple, si on peut dire, oui, effectivement, c'est un objet de recherche pour nous dans l'académie, mais il y a des grands auteurs, comme je le disais, qui sont Sergio Tchaïfek ou Antonio Muñoz Molina, qui ont fait les présentations du livre, qui ont loué l'innovation que c'était et qui, semblerait-il, n'ont pas de rapport direct avec la littérature numérique qui se produit aujourd'hui en Amérique latine. Oui, parce que c'est intéressant justement parce que ça fait penser au fonctionnement d'un texte, comment fonctionne un texte, ça fait penser à la littérature. Ça renouvelle les idées, la conception, ça ouvre des pistes. C'est l'intérêt en fait de ce genre de théorie, enfin de théorie ou de pratique. C'est comme la transfiction et le futur colloque sur la transfiction. C'est ça l'intérêt. Mais disons, moi je parlais purement de plaisir de lire des pages de littérature parce que tout ça, ça s'appelle quand même littérature. Donc, sous le mot littérature, c'est très intéressant parce que ça repose la question de qu'est-ce que la littérature. Et je voulais signaler un petit bouquin d'un confrère de Nanterre, d'ailleurs, un collègue, je ne sais pas s'il est encore à Nanterre, William Mars, que vous devez connaître. Il est au Collège de France, Françoise. Oui, très bien. Donc, il a publié il y a quelques années. Ah oui, mais bon, il a publié il y a quelques années un petit bouquin qui s'appelle Adieu à la littérature. C'est très intéressant parce que justement, il termine le dernier chapitre sur la littérature hyper consciente d'elle-même. Et on pourrait dire que tout ça, ça fait partie un peu d'une littérature hyper consciente d'elle-même, non ? Cette façon de produire du texte, de fabriquer un texte, de faire du copier-coller. On pourrait écrire aussi avec notre correcteur automatique. On pourrait faire des textes merveilleux. Tout à fait, oui. Non, c'est très intéressant. Mais bon, on n'a pas envie de lire ça, mais on a envie. Pas pour le plaisir du texte, effectivement. Ça fait réfléchir au fonctionnement de la littérature et de qu'est-ce que la littérature en général. Parce que ça pose les problèmes de l'auteur. L'auteur disparaît, le texte aussi, d'une certaine façon, et le lecteur, bon, on ne sait pas qui il est. Oui. Merci beaucoup. Yann, il y a des questions qui sont dans la discussion. Il y a Elena qui a posé une petite question. Oui, et Audrey Louillet aussi. Petite question, oui. Alors, je lis juste 2 secondes. Alors, Elena dit « Je pense en effet à la bibliothèque de Babel et à Fin del Mundo del Fin. Pour finir, je trouve que ce texte montre les limites de l'intelligence artificielle et surtout une tentative de continuer de contrôler les mécanismes de la production textuelle, crainte de la machine, point d'interrogation. » Elena n'est pas là, donc elle a dû partir. Ouais.
Elle a dû partir. Donc, effectivement, hein, si Elena, tu vois la vidéo, oui, c'est bien derrière, c'est bien l'enjeu de la thématique même de la diégèse de ce livre, avec les limites de l'intelligence artificielle, la peur d'être contrôlé. Le cadre de ce roman, c'est, au niveau diégétique, c'est les technologies 3D, d'imprimantes 3D vont contrôler le monde, sont en train de faire disparaître notre mémoire personnelle, notre mémoire universelle. L'Internet disparaît, l'informatique disparaît aussi. Donc, effectivement, c'est tout ça. Mais c'est très, très secondaire. C'est vraiment qu'une toile de fond, toutes ces questions, que bien sûr, les fragments algorithmiques viennent illustrer et que les inquiétudes même du personnage viennent illustrer. Mais ça reste quand même secondaire à mon goût, vu la place qu'il lui réserve, en fait. Il y a vraiment 3 mentions à tout casser dans le livre. Et après, j'ai une question d'Audrey. Je me demandais quel parallèle on peut envisager dans la démarche avec celle d'un Oulipo numérique quand je lis La disparition ou les Revenentes. Je vois la force de la contrainte et je valorise l'expérience. Par ailleurs, peut-on voir un parallèle à créer entre l'algorithme et le fonctionnement de la mémoire, avec ce point commun de la possibilité de l'aléatoire? La mémoire propose des descriptions qui ne sont pas linéaires, mais fonctionnent comme des constellations. L'auteur cherche peut-être à l'explorer, cette fois dans une progression dans le roman. Oui, c'est vrai que ça ouvre des possibilités de questionnement et de discussion sur ce que je vous ai présenté. Donc, tout à fait d'accord sur le fonctionnement de la mémoire entre algorithme et mémoire humaine. Et donc, le principal outil qui est utilisé ici, c'est mettre en parallèle l'erreur système de l'algorithme et les hallucinations de l'humain. Et je pense que c'est sur juste cette dichotomie que se base le projet du livre. Et je trouve ça très intéressant de penser à cette constellation mémorielle qu'il aurait essayé de remettre dans une linéarité. Mais comme on disait, vu que c'est difficile de trouver en fait du sens, de la structure, de la narrativité dans ces fragments algorithmiques, je pense que là, c'est encore l'expérience d'une chercheuse et d'une littéraire qui se pose des questions qu'on a l'habitude de se poser à d'autres moments et où je me demande si Laufer est allé penser aussi loin au niveau de la constellation de son œuvre. C'est un informaticien et un lecteur. C'est ça. Savoir s'il est écrivain. C'est ça. Ça lui ferait plaisir. C'est ces données qui manquent. Non, mais en plus, c'est hors considération sur son style. Hein. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un écrivain, en fait. C'est un informaticien lecteur. En même temps, il a fait un atelier d'écriture. Ouais.